Bon, bah si vous êtes là, c'est que vous avez passé le bac de physique-chimie en métropole aujourd'hui. Ben, j'espère que ça a été, parce que moi j'ai trouvé vachement long. Et il n'était pas si simple que ça. Voilà, malgré tout ce qu'on veut dire, il était pas simple. Je vous propose une correction. Si vous êtes là, c'est que vous voulez la savoir, donc on y va immédiatement. Je vous propose de parcourir ça avec l'exercice 1 pour le début. Donc vous avez ici un exercice de mécanique des fluides qui se poursuivra par un circuit RC et ensuite un petit peu de thermodynamique. Donc vous avez le sujet ici juste derrière moi et vous avez ma correction manuscrite normalement sur la gauche de votre écran. Alors vous avez un lave-linge dont je vais m'abstenir de regarder les caractéristiques pour l'instant et je vais aller directement à la question 1. On me demande d'exprimer la durée delta T1 permettant de remplir à moitié une cuve en fonction du débit volumique de l'eau et de la longueur A du côté du cube. Donc déjà votre machine à laver elle est cubique, ça c'est vachement bien. Et on vous demande du coup le débit volumique. Alors débit volumique vous l'avez ici, juste au-dessus. Et on vous dit que c'est en mètres cubes par minute. Donc ça veut dire que sa formule normalement ça devrait être un volume divisé par un temps. Donc dV c'est égal à quoi? C'est égal à V sur delta T. Vu que vous voulez delta T, normalement ça devrait être V sur dV. Le problème, c'est que ici, vous avez un volume d'eau qui est rempli à moitié. Vous voyez? Ça veut dire que ici, votre volume est divisé par 2. Donc votre vrai delta T1, c'est le temps qu'il faut pour remplir à moitié ce volume, donc V sur 2, divisé par dV, ça vous fait que VC, terme exact du coup pour la cuve qui est marquée ici, je reprends la vraie notation, VC est égal à 2dV. VC pardon, divisé par 2dV donne votre delta T1. Votre VC, comme indiqué ici, c'est A cube, donc vous le remplacez. Delta T1 c'est quoi? C'est A cube divisé par 2dV, et vous avez la première partie de la question. Sauf qu'on vous demande ensuite de calculer numériquement delta T1 exprimé en minutes. Bon bah on y va. Ah pardon, c'est un petit peu plus bas. Là vous le voyez, calculer numériquement, bah, vous remplacez A par 0,600, vous le mettez au cube et vous divisez par 2,12. Pardon, 2 fois 12 fois 10 puissance moins 3. Et vous avez du coup un temps en minutes directement qui est égal à environ 9. Voilà, ça fait environ 9 minutes. La question 2, on vous dit justifier que la pression augmente dans la chambre de compression. Donc là je suis ici. Lors du remplissage. Bon, bah ici vous avez deux solutions, soit vous vous souvenez de votre loi de Bolle-Mariotte que vous avez vue en première spécialité, à ce moment-là vous dites que PV égale constante pour n'importe quel gaz, ou alors vous avez ici reconnu le terme gaz parfait et vous êtes lancé comme moi à la recherche de la loi des gaz parfaits. Donc ici la loi des gaz parfaits elle dit que P fois V est égal à N fois R fois T, où R est la constante des gaz parfaits, 8,314 joules par Kelvin par mol. Et vous allez chercher l'indication que la quantité d'air présente dans la chambre de compression reste constante, ainsi que sa température. Et ça vous permet du coup de dire que à la fois N, à la fois R et à la fois T est égal à une constante, et vous retombez sur P fois V égale constante, qui est la fameuse loi de Bolle-Mariotte que vous aviez pu utiliser directement. Donc ici, dans les deux cas, vous retombez sur la même chose. Vous dites que P0 fois V0 est égal à P2 fois V2, et vous avez du coup la possibilité de dire que, bah, vu que V0 il est plus grand que V2, bah à ce moment-là P2 sera plus grand que P0. Sinon vous n'avez pas l'égalité. Et ça vous donne l'indication que lors du remplissage, vu que le volume diminue, la pression augmente. Question 3. Exprimez le volume V2 occupé par l'air dans la chambre de compression à l'arrêt du remplissage en fonction de V0, R et H. Alors V2 c'est quoi? C'est le volume qui va être occupé dans votre chambre de compression. Donc c'est le petit cylindre que vous avez ici, là où je mets le curseur, du coup à gauche de votre machine à laver. C'est un petit cylindre où il va y avoir une hauteur H du cylindre qui va être rempli d'eau. Donc le volume V2 va être inférieur au volume V0 comme on a dit juste avant. Donc en fait V2 c'est quoi? Bah c'est le volume d'air qui va rester, mais c'est égal au volume qu'on avait au total, moins le petit volume d'eau. Ok? Le volume qu'on avait au total, du coup, bah, c'est le volume V0, et on vous le donne ici dans les données, le volume d'un cylindre, parce qu'on part pas du principe que vous avez des flèches en maths, même si normalement un cylindre ça devrait être dans vos cordes. Le volume V0 en fait c'est pi fois r carré fois h, la hauteur totale de votre cylindre. Sauf que nous, on y remplit petit h d'eau. Donc ça veut dire que ce volume là, V0, il faut lui retirer pi fois r carré fois petit h, qui est maintenant désormais occupé par l'eau. C'est pour ça que dans ma correction, vous avez que V0
finalement qui est pi r carré fois grand H, eh bien il faut lui retrancher le pi r carré fois petit h, et à ce moment-là, votre V2, ça devient V0 fois, enfin V0, ce qu'on avait avant, moins ce qu'on a occupé par l'eau, donc moins pi r carré petit h. La question 4, on vous demande d'exprimer P2 en fonction des données. Bon bah si P2 fois V2 c'est égal à P0 sur V0, eh bien vous pouvez dire que P2 c'est P0 V0 sur V2. Et normalement, on l'a exprimé en fonction des données, ça devrait être pas trop mal. Par contre, on vous demande de montrer que la surpression, delta P, P2 moins P0, c'est égal à cette grosse formule-là, que vous avez juste au-dessus de ma tête. Au-dessus là. Donc, bah, ici, vous allez devoir ruser un petit peu. Votre P2, vous lui retranchez P0. Comme ça vous fait P2 moins P0, je l'ai mis en rouge, est égal à P0 V0 sur V2 moins P0. Et à ce moment-là, vous pouvez dire que bah, mon delta P, c'est P2 moins P0, donc du coup que bah, delta P, c'est égal à P0 V0 sur V2 moins P0. Et au moins maintenant, on est tranquille, on a posé notre delta P. Comment on continue? Bah, on voit que P0, il est quand même à la fois facteur de V0 sur V2 et à la fois facteur de lui-même, enfin de moins lui-même. Donc on peut ici factoriser par P0, et ça va nous donner ici que delta P, c'est P0 facteur de V0 sur V2 moins 1. Ici, votre 1, bah, c'est comme V2 sur V2. Donc ici, vous pouvez dire que delta P, c'est égal à P0 facteur de V0 moins V2 sur V2. Et donc ensuite, bah, vous remplacez V2 par la formule qu'on a trouvée à la question juste avant. Ça veut dire du coup que V2, sachant que c'est V0 moins pi r carré H, bah, vos V0 en haut se simplifient, ça vous donne delta P égale P0 facteur de pi r carré H divisé par V0 moins pi r carré H. Et c'est exactement ce qu'on vous demandait de trouver dans la solution. Question 5, on vous donne la valeur de H et on vous demande de calculer la valeur de la surpression. Bon bah delta P égale, vous remplacez par les valeurs numériques et vous trouvez 2,9 10 puissance 3 pascal. On vous demande de la comparer à la valeur qu'on a obtenue pour un cycle normal hors test. Et on a vu que le cycle normal, bah, c'est delta P égale 150 pascal. On est quand même 20 fois au-dessus. Ça veut dire qu'ici, il y a quand même un problème, il va falloir essayer de le commenter. Et on vous dit que c'est un cycle normal, alors que nous, on était dans un cycle de test, c'est ça? Ouais, nous on est dans un cycle normal de. Enfin, un cycle de test et eux sont dans un cycle normal. Donc je vous rappelle le principe d'une machine à laver, vous mettez votre linge dedans et vous le lavez. Ça veut dire que vous avez un volume de linge à l'intérieur. Ça veut dire que quand l'eau arrive à la moitié, on stoppe. Ben, le linge il prend un volume. Ça veut dire que en fait, nous quand on fait un test, on le remplit à vide et il n'y a pas de linge pour surélever le niveau de l'eau. Donc forcément, on va avoir un volume qui va être d'eau à l'intérieur qui va être plus grand que d'habitude, et donc la pression va être plus petite que d'habitude. Et quand on règle ça, bah, le problème il est inversé. Quand on met du coup un volume d'eau qui devrait arriver à un endroit, bah en fait ici vous allez avoir une pression qui est en fait inférieure à celle de votre chambre de compression, et donc votre volume en fait il est moins rempli que espéré. Quand vous remplissez à la moitié et que vous calculez pour l'eau pile poil, bah en fait vous le remplissez moins qu'attendu, parce qu'en réalité, le linge prend déjà en fait du volume. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, puisque le volume est artificiellement surélevé, bah en fait, votre pression est artificiellement sous-évaluée, quoi. Donc en fait, ici, la pression qu'on trouve théoriquement est beaucoup plus grande que celle qu'on va voir dans la réalité. Question 6. Retrouvez la valeur de la surpression delta P du test avec la loi fondamentale de la statique des fluides. Bah, ici, elle est donnée, la loi de la statique des fluides. Il n'y a plus qu'à l'appliquer. Donc si vous avez ici PZ est égal à PZ plus ρ GZ égale constante, et bien PA plus ρ GZA est égal constante, et PB plus ρ GZB est égal à constante également. Donc vous avez l'égalité PA plus ρ GZA qui est égal à PB moins ρ GZB. En sachant que ρ c'est celui de l'eau, hein, on est sur un fluide incompressible, et G c'est la constante de gravitation. La constante, pardon, petit g, le champ de pesanteur terrestre. La constante, du coup, 9,81 Newton par kilogramme. Vous passez du coup PB et PA du même côté, pour qu'on ait PB moins PA et qu'on retrouve ce delta P. Et de l'autre côté, il vous reste ρO fois G fois A sur 2, moins ρO fois G fois H. Et à ce moment-là, vous mettez en facteur ρO et G, ce qui vous permet d'écrire que PB moins PA est égal à ρO fois G, facteur de A sur 2 moins H.
Là, vous appliquez numériquement et vous allez retrouver exactement 2,9 10 puissance 3 Pascal. Donc encore une fois, 20 fois plus que le test réel. C'est bien, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que nos lois sont quand même pas trop mal. Question 7. Déterminer le volume d'eau contenu dans la cuve en fonctionnement normal et sans linge. Sans linge. Cool. Donc ça veut dire que maintenant, il va falloir remonter à ce calcul. Ok. Nous, il nous faudrait quand même grand H. Parce que la valeur qui est ici en remplissage, c'est peut-être pas vraiment A sur 2. On sait pas. Par contre, maintenant qu'on a la différence de pression, on peut savoir exactement la hauteur qui va du coup être ici. Alors la hauteur, comment on la trouve? Grand H, c'est égal à delta P divisé par ρ fois G. Ça, c'est votre loi de la statique des fluides. Ça veut dire que vous avez maintenant ce delta P qui est égal à 150 pascal normalement, et divisé par 1,010 puissance 3 fois 9,81, et vous trouvez 1,5 10.2 mètres, soit 15 cm environ. Ça veut dire que sur une hauteur de 60 cm, on ne le remplit pas de moitié, on le remplit d'un quart. Important, quand même. Important. Maintenant, votre volume d'eau qu'il y a dans la cuve, bah, c'est égal à la longueur de votre machine à laver, enfin de votre cuve de machine à laver, c'est-à-dire A, fois la profondeur de votre machine à laver, encore petit a, fois la hauteur, cette fois-ci grand H. Donc ici, votre volume d'eau, c'est égal à A carré fois H, donc 0,600 en mètres, au carré, fois 15 cm que vous passez en mètres, bien sûr, et ça vous donne environ 5,5 litres. Et on a fini avec la mécanique des fluides. Ouf. Alors, durée de temporisation, vous avez un circuit RC, des données, je lirai plus tard, et on montre que l'équation différentielle, c'est UC de t plus RC d de UC sur dt est égal à E. Ok. Bon, bah ici, comment, comment fait-on? Premièrement, vous posez votre loi des mailles. Votre loi des mailles, elle dit quoi? Dans la maille ici numéro 1, parce qu'on a fermé l'interrupteur sur la position 1, vous avez ici la somme. La loi des mailles, elle dit que la somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la somme des tensions aux bornes des générateurs. Vous avez un générateur de récepteurs, ça veut dire que E, la tension qu'il y a au générateur, elle est égale à la somme de UR et UC, les tensions qu'il y a aux bornes des récepteurs, résistance et condensateur. Ensuite, vous posez la loi d'Ohm, parce que vous avez une résistance, donc un dipôle de type ohmique. La loi d'Ohm, elle dit quoi? Elle dit que UR, la tension qui règne à ces bornes, est égale à R, sa résistance, fois I, l'intensité du courant qui le traverse. Donc ici, vous avez UR est égal à R fois I, sauf que I, c'est dQ sur dt. Donc ça vous donne que UR est égal à R d de Q sur dt. Mais Q, c'est quoi? C'est C fois UC. Et C, c'est une constante, donc du coup, vous pouvez dire qu'ici, I, bah c'est C fois D de UC sur dt, donc UR est égal à R fois C fois D de UC sur dt. Ça, vous l'injectez dans la loi des mailles. Ça vous donne du coup que la loi des mailles, ça vous donne E qui est égal à R fois C fois D de UC sur dt, plus UC. Et donc vous avez exactement l'équadif que vous deviez trouver. C'est juste que moi, le E, je l'ai mis à gauche, et que UC, je l'ai mis à la fin. Mais bon, c'est pas grave, elle est juste écrite dans l'autre sens. Le correcteur, il saura faire, hein, vous inquiétez pas, il a un bac plus 5 normalement. Les solutions d'équations différentielles sont sous la forme, et on vous la donne, déterminer l'expression de la constante A dans la situation étudiée. Alors là, il y a deux solutions. Vous prenez soit les conditions initiales, soit les conditions aux limites. Et ici, la condition initiale, bah, elle marche pas très bien. Parce que ici, bah, AT égale 0, bah, UC c'est égal à 0, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Par contre, à T infini, bah, vous savez que le condensateur, il va accumuler des charges sur lui, et la différence de potentiel, pardon, la tension qui va régner entre ces deux plaques va être exactement égale à la force électromotrice de votre pile, de votre générateur. Et donc, à T infini, normalement, vous devriez avoir UC qui est égal à E. Le problème, c'est qu'à T infini, bah, tout le terme là, en exponentiel, il va tendre vers 0. Ça veut dire que 1 moins, ce terme en exponentiel va tendre vers 1, et donc A fois 1, ça tend vers A, et A devrait être égal à E. C'est comme ça que vous trouvez ce fameux terme E dans la solution particulière de votre équation différentielle. Question 10, en déduire que l'expression
de la tension en bord du condensateur ohmique au cours du temps, et UR de T égale E fois exponentielle de moins T sur taux, avec taux égal à RC bien sûr. Alors ici, ce que vous faites, c'est que vous dites que la loi des mailles, tout à l'heure posée, disait que UC, c'est égal à E moins UR. Et la solution vous dit que UR, c'est égal... pardon. Et vous avez dit que UC, c'était égal à A moins A fois E exponentielle de moins T sur taux. Et A, c'est E. Donc si je remplace, ça veut dire que UC de T est égal à E moins E exponentielle de moins T sur taux. C'est la première ligne de mon système à deux équations version manuscrite. Et c'est aussi égal à E moins UR de T selon la loi des mailles. Ça veut dire que ici, UC de T, bah, c'est la même dans les deux cas. E, c'est le même dans les deux cas. Donc normalement, UR de T, c'est équivalent au terme E exponentielle de moins T sur taux. Et c'est comme ça que vous le prouvez par identification. On arrive à la question 11 où on demande de montrer que la date de fin de temporisation T seuil, date à laquelle le comparateur envoie un signal, s'exprime comme T seuil égale taux ln de 3. Vous avez une indication sur T seuil qui est ici, à la fin des données, on vous dit que UR de T seuil est égal à E sur 3. Ok, ça veut dire que ici, bah, vous n'avez plus qu'à dire que UR de T seuil, bah, c'est égal à E sur 3, mais en même temps, UR de T seuil, bah, c'est comme la solution qu'on vous donne à la question 10, bah, c'est UR à un temps particulier, donc UR de T seuil, c'est égal à E fois exponentielle de moins T seuil sur taux. À ce moment-là, vous pouvez dire que E sur 3, c'est égal à E fois exponentielle de moins T seuil sur taux. Vous simplifiez par E, et vous trouvez que exponentielle de moins T seuil sur taux, c'est égal à 1 tiers. On applique la fonction logarithme népérien pour virer l'exponentielle. Ça me donne moins ln de 3. Ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3. Du coup, parce que ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b. Donc du coup, ln de 1 tiers ou moins ln de 3 est égal à moins t seuil sur taux. Ça vous donne que t seuil est égal à taux ln de 3. Et vous avez prouvé, du coup, votre question 11. On vous dit que la durée de temporisation, blablabla, on voudrait qu'elle soit égale à un truc particulier. On vous donne 3 R possibles, il faut trouver le bon. Parmi les valeurs trouvées, déterminées, blablabla. Bon, bah, ici vous prenez votre t-seuil. Je crois que je l'ai écrit plus bas dans ma feuille. Voilà. Vous prenez votre t-seuil égal à taux ln de 3. Ça veut dire que taux est égal à t-seuil sur ln de 3. Mais taux, c'est RC. Donc RC est égal à t-seuil sur ln de 3. Et ça vous donne que R est égal à t-seuil sur CLN de 3. Vous passez à la valeur numérique. Et vous trouvez 5800 ohms. 5,8 10 puissance 3 si vous êtes précis au niveau des chiffres significatifs. Ici, j'ai le choix entre 470, 5000 ou 100 000. Bon, bah, j'ai pris R2, forcément, c'est le plus proche. On est à 800 près. C'était celui qui était en bonne ordre de grandeur, au moins. Donc j'ai pris celui-là. Ici, on vous dit question 13, déterminer graphiquement la valeur initiale UR de t égale 0. Bon, bah, vous vous mettez ici sur le sujet et vous voyez que ça fait 4,5 volts. Là, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste à appliquer. Et on vous demande ensuite de vérifier qu'elle est en accord avec la valeur UR de t égale 0 en appliquant la loi des mailles. Alors attention, c'est là où il y a l'erreur sur le labo lycée, c'est que eux ils l'ont fait en position 1. Et ici on a dit de faire en position 2. Donc il faut faire attention. On remonte ici, dans la maille du coup numéro 2, où est-ce qu'on est? Bah vous avez en fait aucun générateur. Mais on vous dit que le condensateur a été préalablement chargé. Ça veut dire ici que la tension qu'il y a à t égale 0 pour UR est égale à la tension que vous avez à t égale 0 pour UC dans la maille 2, préalablement chargée. On sait qu'à t infini, quand on a chargé à 100% notre condensateur, la valeur qu'il y a pour UC à t égale 0, c'est E. Et que le condensateur va se donner, comment dire, il va se comporter comme un générateur pendant la décharge. C'est-à-dire qu'il est chargé, on l'envoie pour décharger, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il libère une tension. Donc forcément, bah, vous allez avoir le C qui se comporte comme un générateur, le R comme un récepteur, et la loi des mailles, elle se marque UC égale UR. AT égale 0, ça veut dire que E égale UR, et donc vous retrouvez que votre UR à T égale 0, c'est 4,5 volts, ce qui est cohérent.
Alors ici, ça marchait également si on veut l'appliquer dans la branche 1, parce qu'à t égale 0 dans la branche 1, au moment où le condensateur n'est pas encore chargé, UC vaut 0, E vaut 4,5, et E vaut 4,5, pardon, E est égal à UC plus UR. Vu que UC égale 0, bah E égale UR, et donc vous retrouvez 4,5. Ça marchait également. Mais bon, on n'est pas dans la bonne maille, et s'il y avait une résistance supplémentaire, bah forcément les calculs devenaient faux. On est maintenant en question... On a fait la 13, hein, c'est ça? Ouais. Question 14, détermine à l'aide du graphique en figure 3 la valeur expérimentale taux exp de la constante de temps du circuit RC commenté. Bon bah ici en fait, il y a un truc à savoir, et là je vais me mettre par contre sur un autre écran. Paf, voilà. Donc je reprends le graphique. En fait, il faut vous placer en ordonnée à 67% en charge et à 37% en décharge. Donc ici, on va aller à 37%. 37% de 4,5, ça fait environ 1,7. Donc ici, je suis pas très bien zoomé. Je vais devoir m'approcher de mon écran à partir du 4, je suis désolé. On est environ ici pour 1,7. Et donc du coup ici, ah, j'ai pas fait très droit. On est ici. Hop, on descend. Donc je l'ai fait beaucoup plus précisément tout à l'heure. Mais bon, là je l'ai fait vite fait pour montrer un petit peu comment ça s'opère. Je le refais de manière plus précise. Donc 1,7 on est ici. Hop, tac. Mon trait est très gros. Je suis sur Paint, hein, je prends les trucs gratuits. Vous aussi vous pouvez le faire chez vous. Et hop, on est là. On descend. Et si je regarde un petit peu en zoomant ici, on est environ à 22, 23. Voilà, je pense que j'ai mis 23 moi. Je sais pas. Je l'ai caché. Ah. Du coup, on est en page 4. Vous voyez environ 23 secondes. Ok. Donc là, ici, vous êtes à 23 secondes, c'est ok. Sachant que la valeur de R, on vous demande de commenter quand même, hein. Le sujet vous demande de commenter, je remets le sujet. Hop. On vous demande de commenter. Donc si jamais vous avez une valeur de R qui est un tout petit peu plus basse que celle qui était prévue, bah, ça veut dire que le temps va être un tout petit peu plus faible que celui qui était prévu. Je vous rappelle comment on a trouvé ça. On avait dit ici que R était égal à T seuil sur CLN de 3. Donc on voit bien que R et T seuil sont proportionnels. Ça veut dire que si je prends 5000 ohms à la place de 5800 qui était préconisé, bah, j'aurai une valeur qui sera pas celle de 30 secondes préconisée, j'aurai un petit peu plus bas. Et c'est entièrement normal du coup de trouver un taux qui est égal à 23. Ça c'est totalement évident. Et j'espère que c'est clair pour vous. On passe du coup à la partie thermodynamique, et ici vous avez à nommer les trois modes possibles de transfert thermique qui peuvent s'opérer lors de transfert thermique. Bah, vous avez rayonnement, vous avez convection et vous avez conduction. Dans le cas d'un chauffage de l'eau avec un thermoplongeur, c'est une résistance qui est plongée, hein, c'est le même principe de chauffe que votre bouilloire, bah, en fait vous pouvez pas avoir de rayonnement. Voilà, c'est un petit peu bête, hein, mais si votre cuve elle est isolée thermiquement du milieu extérieur et que les rayonnements proviennent du soleil, ben, ou d'une lampe à UV, hein, c'est possible aussi, vous ne pouvez pas avoir de rayonnement venant de l'extérieur, donc du coup ça on peut le négliger. C'est pour ça que j'ai marqué négliger ici, en question 15 sur ma correction. Question 16, montrer que la valeur du transfert thermique Q nécessaire pour chauffer de l'eau de delta, enfin de θO à θF est d'environ 0,24 mégajoules. On vous dit que la température de l'eau est uniforme, bah c'est bien, ça veut dire que c'est bien agité. Et on vous dit que la cuve est isolée thermiquement du milieu extérieur. Ça veut dire que ici, vous pouvez considérer que votre système 1, il est isolé, pas d'échange de matière et de chaleur avec l'extérieur, donc delta U égale constante. Et 2, bah c'est une cuve quand même qu'on va dire incompressible. Donc W devrait être égal à 0. Ça veut dire que vous pouvez poser votre premier principe de la thermodynamique et dire que delta U est égal à W plus Q. Sauf que W ici, vu qu'on considère que c'est incompressible, c'est égal à 0. Donc vous pouvez dire que delta U égale Q est égal à MC delta T, enfin delta θ ici. Donc du coup la masse d'eau qu'il y a à l'intérieur de votre système, fois C la capacité massique calorifique de votre liquide, donc l'eau,
fois la différence des températures entre l'état final et l'état initial. Donc ici, vous faites le calcul, vous allez tomber sur 2,4 10 puissance 5 joules, et ça correspond du coup à 0,24 mégajoules. C'est donc ainsi prouvé. Question 17, calculer la durée nécessaire de fonctionnement du thermoplongeur delta T3 en minutes pour que l'eau contenue de la cuve passe de 20 à 30 degrés. Et bien ici, on va remplacer par les valeurs, sachant que vous savez que le flux, c'est la quantité de chaleur qui traverse votre surface par unité de temps, donc c'est Q par delta T. Si vous voulez delta T, bah, c'est Q sur phi. Et du coup, bah, vous appliquez 0,24 mégajoules, que vous transférez en joules, bien évidemment, divisé par 2,10-3, 2,10 puissance 3, pardon, qui est du coup la puissance électrique. On vous dit dans le sujet que le phi est égal à la puissance électrique, et on vous dit que la puissance électrique est égale à 2 kW, donc forcément, il faut le mettre en watts, et vous trouvez que ça fait environ 2 minutes. Alors, sur votre calculatrice, vous trouvez 120, mais pour éviter de m'embêter avec les chiffres significatifs et d'avoir une mauvaise approximation à faire, je l'ai de suite mis en minutes. Comme ça, un seul chiffre significatif, 120 secondes, ça me fait 2 minutes, et ça me pose plus de problème. J'ai un petit peu rusé sur ce coup-là. Déterminer les températures du thermoplongeur avec et sans brassage de l'eau quand l'eau a atteint la température finale, θF. Alors, est-ce que je peux avoir ma bonne page? C'est celle-là. Hop, je lève un peu ma page. Vous appliquez la formule qu'on vous donne ici. On vous dit que phi est égal à HCS fois θ thermo moins θO. θO, bah, c'est la température finale, hein, finalement. Vous appliquez numériquement immédiatement. Moi, je l'ai posé une fois en littéral quand même, pour être bien raccord. Vous dites que θ thermo, du coup, bah, c'est égal à phi sur HCS plus θO. Et à ce moment-là, bah, vous dites avec les valeurs numériques que ça fait 2,10 puissance 3 divisé par soit 1, soit 4000, fois 0,020, qui est la surface de contact entre le thermoplongeur et l'eau, et auquel vous rajouterez les 30 degrés de température finale de l'eau. À ce moment-là, vous trouvez 130 degrés pour le premier et 55 degrés pour le second. Mais là, vous voyez de suite, on ne vous demande pas de commenter, mais si vous aviez dû commenter ici, bah, vous pouvez dire que le brassage de l'eau aide à minimiser la température finalement du thermoplongeur. Vous voyez qu'il va falloir chauffer plus de 2 fois plus pour une eau qui n'est pas brassée par rapport à une eau qui est brassée. C'est-à-dire que le fait de touiller votre eau, bah, ça a quand même un effet assez important et vous permet d'économiser finalement la chauffe de votre thermoplongeur d'une température 2 fois moindre. C'est quand même pas négligeable. Question 18. Déterminer les températures du thermoplongeur avec et sans brassage de l'eau quand l'eau a atteint la température θF. Bon bah ici, il n'y a plus qu'à regarder un peu vos... je viens de la faire celle-là, non? Oui, on vient de la faire, n'importe quoi. En utilisant les figures 4 et 5, déterminer la durée nécessaire du chauffage de l'eau dans le cas où il n'y a pas de tarte sur le thermoplongeur. Bon bah ici, quand vous regardez la durée nécessaire, bah il va falloir ici 120 secondes sans tartre, il va falloir 135 secondes avec tartre. Donc bon, le casque qui s'est arrêté, je suis désolé. On reprend. Ici, du coup, vous avez 15 secondes de différence entre s'il n'y a pas de tartre et s'il y a du tartre. Donc en fait, il va falloir 15 secondes supplémentaires pour passer outre le tartre et chauffer votre eau à une température bien voulue. Ensuite, on vous demande de déduire la température atteinte par le thermoplongeur à la fin du chauffage. Bon bah ici, s'il vous faut 120 secondes pour chauffer sans tartre, bah du coup 120 secondes vous le reportez ici. Vous allez à la droite avec le tartre et vous regardez, ça fait exactement, enfin 120 secondes, ça vous fait exactement 56 degrés. Donc 56 degrés, on le compare avec le 55 degrés qu'on avait juste à côté. 1 degré près, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment ce qui était prévu. Par contre, avec tartre, 135 secondes, ça nous fait monter à une température de 100 degrés. Et là, là c'est pas drôle, quoi. C'est vraiment pas drôle. Mais ça, c'était pas demandé parce qu'on n'avait pas calculé à la question 18 la valeur avec du tartre. Question 20, en utilisant la figure 4, montrer que la présence de tartre sur le thermoplongeur augmente d'environ 15%. Bon bah ici, quand on regarde la différence qu'on avait, on avait 15 secondes de chauffe supplémentaire. Bah, 15 secondes de chauffe supplémentaire, ça me fait du coup 135 divisé par 120.
ça me fait environ 12,5% de temps supplémentaire à passer. Sachant que Q est égal à phi fois delta t, bon bah mon phi dégage et il me reste du coup temps sur temps. Et ça me fait du coup 135 sur 120, soit 12,5%. On est environ à 15% près au niveau de la dépense énergétique supérieure d'un thermoplongeur ou d'une thermorésistance qui chauffe de l'eau quand elle est entartrée par rapport à si elle ne l'est pas. Et ça c'est méga important du coup de le spécifier pour un usage du coup dans les ménages d'appareils comme des bouilloires, comme des cafetières, comme des machines à laver, dont c'est le sujet aujourd'hui. On passe à l'exo 2. Alors, exercice numéro 2, j'ai chargé mon casque parce qu'il s'était désactivé et je ne pouvais plus continuer. Donc, exercice 2, l'odeur de jasmin, c'est ok, vous avez une grosse molécule organique, on vous demande, première question, de déterminer sa formule semi-développée, donc du coup son groupe caractéristique et sa formule, enfin pardon, sa famille qui le caractérise. Donc ici vous deviez entourer la fonction ester qui est juste là, hein, voilà, que j'ai mis sur le sujet. Donc du coup, bah, ça donne les points. Il n'y a pas le groupe caractéristique à donner parce que ester, de toute façon, c'est un groupe ester et la famille caractéristique, c'est la famille des esters. Donc, en général, vous n'avez pas les deux à donner quand c'est comme ça. Vous avez 4 étapes, blablabla. Vous avez 4 machins avec du temps. Donc dès que vous avez du temps, c'est sûrement de la cinétique. Identifier l'étape C du protocole, son rôle. Ok, l'étape C, on vous dit pour 8 dates différentes, verser le contenu d'un tube à essai dans un bécher contenant de l'eau distillée glacée. On effectue ce qu'on appelle un blocage cinétique ici. Donc ici, vous avez la réaction qui est figée, et c'est super normal, c'est qu'en fait, vous allez avoir plusieurs tubes à essai, que vous allez mettre dans les mêmes conditions, et vous les enlevez un par un, à des dates bien précises, que vous allez figer dans la glace, et à ce moment-là, vous pourrez faire le dosage pépère, tranquillement, à la vitesse que vous voulez, parce que la réaction, elle est tellement bloquée, c'est que pendant que vous faites votre manip, elle avance plus. Donc le dosage, il peut être fiable. Ici, vous avez deux caractères d'ailleurs cinétiques qui sont bloqués. Vous avez la température avec l'indice du coup qui s'est glacé. Et dans un bécher contenant de l'eau distillée, ça veut dire que vous allez aussi casser la concentration. Donc comme ça, au moins on est clair. La réaction, elle prend deux facteurs cinétiques dans la tête pour pas bouger. Question 3. Établir que la relation entre la quantité de matière initiale acide éthanoïque et les quantités de matière d'éthanoate de benzyle à n'importe quel moment et l'acide éthanoïque à n'importe quel moment s'écrit de la manière suivante. Bon, il faut savoir que votre réaction, elle s'écrit acide éthanoïque plus alcool benzylique donne les produits. Bon, votre acide éthanoïque, il peut faire quoi? Soit il reste comme ça, parce qu'il n'a pas réagi. Je parle à l'échelle d'une molécule, hein. Donc une molécule acide éthanoïque, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle rencontre un alcool benzylique et elle devient un éthanoate de benzyle, donc elle a réagi, elle a disparu, donc c'est plus un acide éthanoïque. Soit elle l'a pas vu son collègue et elle n'a pas réagi, donc elle reste un acide éthanoïque. Donc à n'importe quel moment du temps, la concentration que vous avez en acide éthanoïque, c'est égal à l'acide éthanoïque que vous aviez au début, moins ce qui a réagi. Voilà. Et tout ce qui a réagi est devenu un ester, donc en fait vous pouvez marquer tout simplement que la quantité d'acide à la base, ben, c'est égal à la quantité du coup d'acide éthanoïque que vous avez enfin, à n'importe quel moment t, plus la quantité de produit que vous avez à n'importe quel moment t. Voilà, c'est simple que ça. Sauf qu'ici, on vous demande de le faire avec un moins, donc bah faites-le avec un moins plutôt qu'avec un plus. Voilà. Là ici, vous avez un Python, donc grosse pensée à mes élèves de cette année, avec qui on a très peu fait de Python, je m'en excuse. Retrouver par un calcul la valeur de N0AC donnée à la ligne 7 du programme. Ça par contre, ça passe pas par le Python, ça passe par un petit subterfuge là. Il va falloir aller trouver dans l'annexe quelque chose qui vous arrange. Et dans l'annexe, il y a un point très précis qui vous arrange. On va descendre à l'annexe. Vous avez ici tous les points, ok, de la quantité d'ester que vous avez formé au cours du temps. Donc on va prendre un point qui est pas dégueu, qui tombe sur une graduation. Et il y en a qu'un seul, c'est celui-là là. Et celui-là ici, bon, il tombe pas sur une graduation verticale, je suis d'accord, mais on va y avoir accès précisément, je vous montre après. Par contre, il tombe sur une graduation horizontale et on sait que ça fait 5,5 millimoles pile poil. Je reviens parce que c'est le point qui est du coup entre la graduation 18 et 21 minutes, ok?
Je reviens sur mon tableau qu'il y avait là-haut. Hop, j'ai vu un sac chromatique sur l'exercice numéro 3. Entre 18 et 21, vous avez que ce point-là qui correspond à 20. Et on vous dit que la quantité de matière d'acide éthanoïque en millimol, c'est 3,2. Donc on a formé 5,5 de produit et il nous reste 3,2. Bon, bah, un 5,5 plus 3,2, bah, ça vous fait exactement la quantité 8,7 millimol, du coup, pour la quantité d'acide éthanoïque à la base. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je vais monter ma feuille pour que vous puissiez voir ce que j'ai marqué. Voilà. Donc vous prenez la valeur 3,2 millimol du tableau de l'énoncé qui est ici. Vous prenez les 5,5 millimol qu'on a trouvé dans le graphique tout à l'heure. Vous les ajoutez, ça fait 2,7 millimol. Et ciao, bonsoir. Recopier la ligne, recopier, compléter la ligne 18 du programme sur la copie. La ligne 18, c'est celle-là. On vous demande de calculer là la quantité de matière d'acide, enfin d'ester, en fonction de la manip. Donc petit i, quand vous regardez un petit peu au-dessus, vous voyez que la liste de la quantité de matière, en fait, c'est un calcul qui va être fait pour chaque valeur que vous avez en acide éthanoïque à l'instant T. Donc ça veut dire 0,087 au début, puis ensuite chacune des valeurs qu'il y a ici. Donc pour tous les i de 0 jusqu'à 8. Et ce qu'il faut dire en fait, ben, c'est qu'à chaque fois il va falloir prendre le N0AC et enlever bah, du coup une valeur quoi. C'est tout. Donc pour le début ça fait 0, il y a 0 en produit, on a t égale 0, donc ça fait 8,7 millimol moins 8,7 millimol. Et ensuite bah, vous allez retrancher la quantité d'acide qu'il y a encore en jeu par rapport à celle du début pour trouver ce qui a réagi. Donc ici, pour compléter, il fallait reprendre la même nomenclature que dans le programme. Donc n underscore eb crochet i, bah, c'est égal à n underscore 0ac, que vous avez dans la ligne 7, qui est ici. Et vous lui retranchez du coup n underscore ac crochet i, c'est-à-dire le ième terme de la liste qu'il y a ici en ligne 13. Voilà. Donc en général, le Python à votre niveau, c'est pas très compliqué. C'est juste vous regardez le programme et vous essayez de trouver ce qu'ils veulent dire. Et en général, c'est très très bien indiqué. Ce sera la seule question Python d'ailleurs du sujet. On étudie le temps de demi-réaction à l'aide de la courbe donnée en axe 1 à rendre avec la copie. Définir le temps de demi-réaction, bon ça c'est le temps au bout duquel la moitié des quantités initiales en réactif sont épuisées, sont consommées. Estimer sa valeur à l'aide de la courbe donnée en axe 1 en spécifiant la méthode utilisée. Alors, ici j'ai préparé déjà en amont la question, ça j'ai plus qu'à la montrer. Hop, vous avez ici du coup votre annexe. Vous tracez l'asymptote horizontale qui correspond à la totalité de produits formés, qui est à 0,058, et vous tracez la tangente à l'origine à la courbe. Vous avez un point de contact, un point de croisement qui est ici, là où il y a mon curseur. Vous lisez son abscisse et j'ai trouvé pour moi 3 minutes. Donc ici votre temps de demi-réaction, pardon, pas le temps de demi-réaction, le... Bah si, le temps de demi-réaction, effectivement, c'est 3 minutes. Voilà. Alors, question suivante, exprimer la vitesse volumique d'apparition VEB de l'éthanomètre de benzine en fonction du volume V et de D de la quantité de matière en EB divisé par DT. Alors ici, faut savoir que la vitesse d'apparition volumique c'est toujours égal à D de la concentration sur DT. Et ici, la concentration, bah, c'est NEB sur V. Donc quand vous faites le produit de la dérivée, enfin voilà, vous faites du coup U sur V, enfin UV', en posant que U c'est NEB et V est égal à 1 sur V. Et vous trouvez du coup U''V plus UV', vous mettez les deux, et en fait vous vous rendez compte que le volume, bah, vu qu'il est constant, sa dérivée s'annule. Et vous mettez du coup que vitesse d'apparition de EB c'est 1 sur V d de n de B sur dt. A l'aide d'un tracé sur la courbe, estimer la valeur de vitesse volumique d'apparition de l'éthanoate de benzène à l'instant initial. Et bien ici, il faut aller chercher le coefficient directeur de la tangente qu'on a tracé à la question précédente. On sait qu'il passe par le point 0,058,3.
Et vous avez une modélisation de type affine puisqu'il passe par l'origine. Si la tangente à l'origine, il passe forcément par l'origine. Vous trouvez une vitesse au départ de 0,95 mol par litre par minute. Et on peut passer à la question suivante. Identifier un facteur cinétique du responsable de l'évolution de la vitesse volumique d'apparition de l'éthanoate de benzyle. Bon, bah ici c'est la concentration. Plus vous avancez dans la réaction, moins il y a de concentration, donc forcément moins vous avez de vitesse de réaction. C'est entièrement normal parce que plus vous êtes dans le temps, moins vous êtes quantité à faire réagir, donc plus les collisions sont peu probables et forcément plus la vitesse s'en ressent. On passe à la page suivante. Tac. Proposer une modification du protocole expérimental permettant d'optimiser ce rendement, bah, il suffit de monter la température du bain thermostaté et ça devrait aller quoi. Voilà, tout bêtement. De toute façon, on a déjà mis la concentration, on peut pas la changer parce qu'on peut mettre plus au départ, ça influera qu'au début. Et ensuite, vous avez déjà un catalyseur. Donc forcément, on n'a plus qu'un seul moyen d'augmenter la vitesse de réaction, c'est d'augmenter la température de la réaction. Et forcément, il n'y a pas d'autre moyen que de jouer sur ce paramètre cinétique-ci. Coloration de la laine. Donc ici, vous avez une bobine de laine. Voilà. En plus, on vous donne la bonne couleur d'entrée de jeu. Si vous l'avez eu en couleur, votre sujet, normalement, il est fait en couleur. Et on vous demande avant toute chose de définir ce que c'est un intermédiaire réactionnel. Donc dans un mécanisme réactionnel, un intermédiaire réactionnel est une espèce chimique qui apparaît au cours de l'une des étapes élémentaires et qui est de suite consommée au cours d'une des réactions élémentaires suivantes, une des étapes élémentaires suivantes. De ce fait, elle n'apparaît pas dans l'équation de bilan. Souligner deux intermédiaires réactionnels à rendre dans l'annexe A2 avec la copie. Donc je vais chercher mon annexe A2. Hop, l'annexe A2, je l'ai chargée. La voici. Donc ici, vous avez l'acide nitreux qui est produit au cours de l'étape 1 et consommé au cours de l'étape 2, où vous avez aussi cette espèce-là, là, on dirait un... Je ne saurais pas la nommer. Mais dans tous les cas, cette espèce-là, donc H2NO2+, qui est formée au cours de l'étape 2 et qui est consommée au cours de l'étape 3. On vous demande ensuite d'identifier les sites donneurs et accepteurs d'électrons dans l'étape 1. Donc dans l'étape 1, vous avez l'oxygène ici chargé moins qui est un très bon donneur d'électrons. Vous avez aussi cet oxygène là qui n'est pas chargé moins là maintenant tout de suite, mais qui en fait est également un site donneur d'électrons. Et d'ailleurs, il est autant un site donneur d'électrons que l'autre par ce qu'on appelle un effet mésomère, mais ça vous le verrez pas cette année, vous le verrez l'année prochaine. Ensuite, dans le site accepteur, on a la lacune électronique qui ne charge plus sur l'hydrogène, c'est un très très bon site accepteur. Et vous avez aussi cet azote qui est un site accepteur potentiel. Voilà. Ok, donc ça, vous avez ça ici. Euh, on vous demande ensuite de justifier votre réponse sur la copie. Bah, en fait, ici, si vous commencez à regarder les delta plus et delta moins, la polarité des liaisons entre N et O, vous voyez que par induction, l'électronégativité de O est supérieure à celle de N, donc forcément c'est polarisé vers O, et elle n'est pas qu'un peu supérieure. Hein. N, je crois que c'est 2, j'ai un doute. J'ai un doute, mais la liaison NO, elle est polarisée, c'est sûr. Et de toute façon, vous avez une charge moins sur cet oxygène, donc du coup, vous n'avez pas limite de questions à vous poser, quoi. Enfin, vous avez une lacune électronique sur H+. Il n'a pas d'électrons, il peut qu'en accepter. C'est un très bon accepteur parce qu'il en recharge un double électronique. Hein. De toute façon, là, vous n'avez pas d'autre choix que de présenter la chose ainsi. Alors, ici, j'ai fait une erreur sur ma correction. J'en suis rendu compte pendant que je tournais juste avant. Ici, on nous demande de faire les flèches courbes des 3 étapes et non pas que de la première. Donc pour la première, c'est assez évident, c'est le doublet non-liant de l'oxygène chargé négativement qui va attaquer le proton H+. Donc vous mettez une flèche courbe qui part d'un des doublets non-liants de l'oxygène pour aller vers la lacune électronique de H+. Pour l'étape numéro 2, je vais la faire ici, hop, voilà, change de logiciel. Vous allez ici partir, on regarde bien ce qui se passe, vous avez ce haut qui est là que je viens de pointer, qui est ce haut là, et en fait on regarde que ce haut il a un hydrogène en plus. Donc ici, vous allez devoir, je vais me mettre en rouge, faire naviguer une flèche courbe, hop, tac, tac, d'ici vers là, tout simplement.
Voilà, donc encore une fois, c'est un site donneur qui donne à un site accepteur qui accepte. Et vous formez la molécule ici à côté. La troisième étape est un peu plus compliquée. Il faut voir que, en fait, ici, vous avez cassure d'une liaison et vous devez former H2O. Bon, bah, le H2O, vous le reconnaissez ici, ok? Donc forcément, vous savez que la cassure va s'opérer entre cette liaison ON. Je reviens. Ah. Hop, on va faire comme ça plutôt. Donc ici, vous allez devoir casser cette liaison. Ici, cette liaison, elle est récupérée à 100% par l'atome le plus électronégatif, et c'est O. Donc vous mettez une flèche qui part d'ici, hop, et qui va sur O. Et qu'est-ce qui vous reste? Bah, il vous reste un N, hop, lié deux fois à O. Le O, il est comme ceci, et le N, il est comme cela. Et bien en fait, ici, vous allez avoir un autre truc, un autre doublé, pardon, qui va venir compléter et qui va former la molécule qu'on a ici en produit. Ok? Donc il faut aussi mettre un doublé là, tac, ici. Et là, vous êtes bon. Alors, quand vous avez plusieurs flèches courbes, ça, je vous le recommande, c'est de toujours vérifier qu'il n'y a aucune flèche qui arrive sur le même atome. En fait, vous avez toujours des flèches qui arrivent et qui suivent le même sens. Vous pouvez en fait aller du départ d'une des flèches courbes vers la fin d'une autre flèche courbe sans faire de contresens. Ça, c'est super important dans les mécanistiques chimiques. Je pense que j'ai fait toute la question 4. Oui, on est bon. Donc je descends mon sujet, je fais disparaître mon annexe, voilà. Et j'arrive sur la question 5, déterminer en justifiant la masse expérimentale, maximale de colorant qui aurait pu être obtenue. Alors vous avez postulé que la réaction est totale, vous avez trouvé le Xmax. Le Xmax c'est quoi? Ben, vous allez, vu que les coefficients stoichiométriques sont les mêmes, ben, c'est celui qui avait la plus petite quantité de matière chez les réactifs. On vous dit qu'ici HNO2, qui est là, le HNO2, ils ont mis une image à la place d'un texte. Ça se reconnaît. Du coup, le HNO2 il est introduit en excès, donc on va pas s'y intéresser. C'est soit l'acide sulfalinique, soit le bêta-naphthol qui est en excès, ou qui est limitant. On va trouver ce qui est limitant. On fait le calcul et on se rend compte, finalement, avec les arrondis significatifs, que le bêta-naphthol et l'acide sulfanique sont introduits à la proportion stoichiométrique. Donc forcément, le Xmax est 5,010 puissance moins 3 dans les deux cas. Attention, on a fait un arrondi par défaut pour le premier, on a fait un arrondi à l'excès pour le deuxième. Donc en toute logique, on devrait dire que le bêta-naphthol est légèrement limitant. Mais bon, on comptera pas ça, je pense. On calcule du coup la quantité de matière qui va être attendue en colorant. Le colorant, du coup, j'ai mis N colorant théorique, TH, est normalement égal à 5,3, 5,0 10 puissance 3 mol, et fois la masse molaire, on retrouve que ça fait environ 1,6 g. En sachant qu'on a trouvé expérimentalement une masse de 1,53, masse expérimentale sur masse théorique, ça me donnera du coup le rendement, et je trouve aux alentours de 96%. D'ailleurs, sur la correction de la Bollier, si vous la regardez, il y a marqué 1,53 enfin, pardon, 1,6 et il y a plein de décimales derrière qui vont élever du coup cette valeur et faire passer à 93% de rendement. Non, non, il faut garder le bon nombre de chiffres significatifs et ici il n'y en a que 2. 5,0 puissance moins 3, il n'y a que deux chiffres significatifs et on arrête là. Déterminer rendement sa thèse, on l'a fait. Ici, on vous demande d'utiliser ce graphique là UV visible, enfin cette courbe UV visible pour trouver la couleur du colorant. Vous prenez le maximum qui est ici, vous lisez son abscisse elle est de combien? Elle est de 485, 480, 485 nanomètres. Et donc vous allez voir sur le sac chromatique où ça se situe. Bon, on est pile poil au milieu dans le bleu, donc forcément on devrait se trouver pile poil dans le orange, votre solution contenant le colorant, ou alors votre colorant est de couleur orange. Petit 2, question 8. On vous demande de démontrer comment obtenir la valeur de la concentration 5 acide éthanoïque pour le titrage numéro 1 à partir de la mesure de volume équivalent numéro 1. Bon, ici c'est très simple.
Vous dites qu'à l'équivalence, il y a comment dire, équimolarité. Les réactifs sont incorporés dans la proportion stoichiométrique. Vous dites que du coup, vous avez la même quantité de matière en acide éthanoïque et en soude, donc en CH3COH et en OH-. Vu que c'est les mêmes coefficients stoichiométriques, vous dites que les quantités de matière sont égales, les deux divisés par 1, c'est pareil. Vous dites du coup que CAV égale CBVE, et ensuite vous dites que C c'est égal à 10 CA, donc du coup c'est 10 fois CB fois VE sur VA. Et vous trouvez que ça fait 1,350 mol par litre, et c'est exactement ce que vous trouvez pour C. Malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ici on vous demande de trouver un résultat avec 4 chiffres significatifs, alors que le volume VA en a que 3, la concentration CB en a que 2. J'espère que le correcteur sera bienveillant vis-à-vis des chiffres significatifs et que la commission d'harmonisation en tout cas le sera. Parce qu'ici c'est pas très cohérent de mettre des sujets avec 2, 3, 4 chiffres euh, et de vous demander de trouver 4 chiffres. C'est toujours ce que vous avez appris à ne pas faire. Donc j'espère que ça vous comptera pas. Parmi les valeurs suivantes, choisir et recopier sur la copie la valeur moyenne et l'écart type. Pour ça vous pouvez faire la calculatrice. Moi je sais pas le faire la calculatrice, donc du coup je l'ai fait à la main. Vous allez regarder du coup les valeurs. 1,91, bah c'est mort, parce qu'on n'atteint jamais 1,91 au niveau des concentrations. Et on vous demande de choisir entre du coup 1,37,5 et 1,36,21. Bon bah 1,37,5, vous l'atteignez qu'une seule fois, c'est pour le dosage, pardon, oui, pour le titrage numéro 9, et vous allez jamais trouver au-dessus. Bon bah vous allez jamais avoir une moyenne égale à ça, vu que vous avez des valeurs inférieures mais pas des valeurs supérieures. Donc une valeur supérieure ne pourra jamais faire office de moyenne, donc on va prendre l'autre valeur, 1,36,21, qui correspond à la moyenne si vous la calculez. Si vous avez le temps de rentrer toutes ces concentrations-là dans la calculatrice, c'est exactement le résultat que vous allez trouver. Alors attention, ce que j'ai cru au début, c'est que les deux réponses étaient liées, que les premiers, les deuxièmes et les troisièmes allaient en couple, mais pas du tout. Donc pour la valeur de C moyenne, vous prenez le troisième. Par contre, pour la valeur de l'écart type, bah, il faut regarder quel écart vous avez entre les différentes valeurs. Et vous voyez que vous bifurquez de 1,35 à 1,375. Donc vous avez maximum 0,015 d'écart type. Et on vous propose 0,23 alors qu'on vient de dire 0,015. Bon bah vous allez prendre 0,09 en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir un écart type aussi haut pour vos valeurs. D'ailleurs, le 1,370, ça voudrait dire que votre valeur, elle est plus ou moins précise à sa valeur près. C'est c'est pas correct. En sens, c'est pas correct. Vous comptez vos cils, vous en avez 3, c'est pas plus ou moins 3. Vous savez que vous en avez 3. Enfin, au bout d'un moment, il faut que la précision elle soit inférieure à la mesure, sinon ça veut plus rien dire. Sinon, vous êtes aussi proche de 0 que de votre mesure. Ça n'a aucun sens. Alors, on rappelle, blablabla, la formule. Montrer que l'incertitude associée à C moyenne est égale à un chiffre significatif à ce que vous avez trouvé. Et on va voir ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé, hop, c'est ici. Donc, la C moyenne, pardon, le U de C moyenne, c'est égal à sigma sur racine de n. Vous faites 0, enfin 9,10.3 divisé par racine de 12 et ça vous donne environ 3,10-3. Donc vous pouvez dire que C c'est 1,362 plus ou moins 0,03. Vous n'avez pas le droit en fait de mettre un chiffre significatif qui est plus loin dans les décimales que celui de votre imprécision. Il est forcément faux en fait. Si vous n'êtes pas sûr du chiffre précédent, vous ne pouvez pas être sûr du chiffre suivant et ça n'a aucun sens de le dire. Ensuite, on vous demande en question 11 de conclure avec un Z-score. Vous faites le Z-score, vous trouvez que ça fait 0,67. Si vous l'arrondissez, ça fait 0,7. Moi, je mis 2 tiers, comme ça, moi, je me mouille pas. Et dans tous les cas, c'est inférieur à 2. Donc, votre valeur, elle est bien compatible. Et c'est OK. Voici du coup pour la correction de ce sujet Métropole jour 1. J'espère avoir pas été trop long. Si vous avez des questions, vous avez la zone de commentaires pour ça. Et sinon, bah, bonne chance à ceux qui passent le jour 2. Et j'espère que le jour 1, devant la vidéo, vous étiez super content de trouver les mêmes valeurs que moi. Sinon, bah, je vous souhaite bon courage pour la nouvelle. Voilà, pour ce, ciao ciao.